Bon, vous voyez tout. Pas encore. Bonjour Emmanuel. Bonjour Joey. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a du monde. Bonjour Daniel. Et en fait, on a plus de réactions quand ça marche pas. Oui, bah c'est le but en même temps. C'est chouette. C'est ça. Créer de la réaction. Vous partagez votre écran. Normalement, là, dans un instant, là, toc, avec le décalage, normalement, ça devrait fonctionner. Bien, en attendant que tout le monde arrive, on vous voit, on vous entend, tout va bien. On va juste se présenter. Je vais commencer parce que je suis celui qui accueille. Tout à fait. Bienvenue chez nous. Je m'appelle Sébastien Tourné. Je dirige l'agence Cross qui existe depuis 1994, qui a la chance d'accompagner énormément de marques et d'enseignes sur leurs problématiques retail. Alors, on fait de la stratégie retail en amont, définition de la retail stratégie, où est-ce que je vais me distribuer, comment je vais toucher mes différents canaux de distribution, plateforme de marque, identité. Concept magasin, nous sommes une agence de retail design qui travaille pour des enseignes ou des corner marques, etc., avec des designers spécialistes du retail. Traditionnellement et depuis longtemps, et on va en parler aujourd'hui, on est conseil en stratégie merchandising et catégorie management par extension. Et on est organisme de formation et on forme des marques et des enseignes sur le terrain et au siège social. On est Calliope. Donc, on est une petite boîte de 10-12 personnes selon les périodes et on continue notre croissance tranquillement. Et aujourd'hui, j'ai souhaité inviter Yann, avec qui on travaille de plus en plus fréquemment sur des problématiques. Et Yann, je te laisse te présenter. Alors, bonjour à tous déjà, merci d'être présents. Donc, on ne l'a pas fait exprès, mais on a un point commun, c'est que nous avons la même date de création, 1994 en fait. Donc, on a le même historique, on a le même âge en termes de société. Nous sommes spécialistes d'études Shopper, donc on travaille dans tous les circuits de distribution partout où Shopper réalise ses achats, donc en magasin physique, hyper, super, proxy, magasin spécialisé, sur des sites de drive et d'e-commerce de manière plus large, donc en France principalement, mais également en Europe et dans d'autres pays dans le monde. Donc on a un savoir-faire, on va dire, en matière d'études Shopper, et on accompagne évidemment depuis de nombreuses années des sociétés que vous avez sur la présentation, donc nombreux industriels, grande conso principalement, et puis dans d'autres circuits également, comme la pharmacie, les enseignes de bricolage ou autres. Voilà, Sébastien, merci de l'invitation déjà. C'est vrai que c'est très intéressant. Je vois que notre PowerPoint ne s'est toujours pas affiché, mais normalement on nous entend. Donc ça, c'est toujours pas mal. On va commencer déjà à raconter un peu l'introduction, le pourquoi on se parle aujourd'hui. Et on va essayer de tenir le plus possible notre timing. Je vais en fur et à mesure que je vais parler, je vais faire bouger un petit peu notre écran jusqu'à ce qu'on arrive à nous voir. Parce que la technologie, vous allez voir qu'on est très fort pour ce qu'on fait, mais on n'est pas très fort apparemment en technologie. Bon, sinon on serait sur Tech for Retail. Absolument. Mais c'est peut-être pas notre spécialité. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va essayer de parler du lien entre études et démarche merchandising. Et ceci était très important pour nous parce qu'on se rend compte depuis pas mal d'années que beaucoup de nos clients ne savent pas trop faire. Alors, les entreprises sont expérimentées dans ce domaine-là, et souvent, on met sur des postes soit de responsables d'études, soit de responsables merchandising, des gens qui n'ont pas fait ça avant. Et lorsqu'ils s'attaquent à cette problématique pour la première fois, ou parfois pour la deuxième fois, ils n'ont pas toujours les clés, mais pas toujours tout dans l'ordre. Et on reçoit l'un ou l'autre des briefs parfois incomplets ou des éléments où il faut réparer parce qu'on n'a pas tout préparé en amont. On a souhaité transmettre le maximum de méthodologie à nos clients, à nos partenaires, à nos amis, de façon à ce qu'ils puissent mieux travailler, que ce soit avec nous ou pas. Alors avec nous c'est mieux, mais en fait soyons sympas, il faut que tout le monde progresse et on va vous donner quelques clés. Je refais un petit tour de technologie pour voir si j'arrive à partager mon écran. Toc, toc, toc. Est-ce que ça va finir par passer? Oui, je sais, je comprends que ça marche pas. Ça peut-être marcher, oui. Ça va finir pareil. Ça s'affiche pas chez vous. Vous avez le son, mais pas l'image, j'ai l'impression, toujours. Le son, mais pas l'image. On va recommencer un petit cours de partage. Et
On va voir si ça fonctionne. Alors, hop. J'espère que ça fonctionne. Peut-être que ça fonctionne. Dites-moi quand vous voyez quelque chose. Ce qu'on va vous raconter, en tout cas aujourd'hui, ça part aussi d'une idée, c'est que on se rend compte que depuis des années, et dans la culture d'ailleurs des entreprises et des écoles, les études consommateurs sont souvent liées au marketing. Le marketing aime les études consommateurs, étudie le consommateur, mais on sent qu'il y a un désamour dès qu'on s'approche du terrain, dès qu'on veut parler de merchandising, eh bien les études ne sont pas toujours précises. Alors, ce qui est amusant, c'est que sur le chat, certaines personnes me disent ça marche, d'autres ça marche pas. Donc, je n'ai pas toujours les mêmes informations. C'est très étonnant. Alors, ça a dû marcher à un moment donné, puisqu'il y a un petit décalage dans le temps et que certaines personnes ont vu quelque chose. Donc, je suis très très étonné. Alors, yes, tout le monde dit oui, c'est bon, le son, l'image, c'est parti. Allez, on avance. On avance un petit peu. Alors, ce qu'on voulait vous dire, c'est que faire des études pour avoir une démarche merchandising, c'est pas automatique. Il y a des fois où on se dit j'ai une étude consommateur, j'ai une étude shopper, le résultat je l'ai, donc j'applique, mais non, c'est pas automatique. Dans l'autre sens, parfois je réfléchis avec mes petits camarades brillants, on se met autour d'une table, on trouve une super idée, mais la démarche merchandising, elle n'est pas automatique comme ça fonctionne pas, parce que souvent on n'a pas interrogé la cible prioritaire. On ne vivrait pas d'ailleurs. Oui, en plus, certains ne vivraient pas. Et la conséquence de tout ça, c'est quoi? C'est que des démarches merchandising brillantes, extraordinaires, qui ont même parfois des prix, ne sont pas déployées. Pourquoi elles ne sont pas déployées? Parce qu'elles n'arrivent pas à convaincre et à prouver aux chaînes d'enseignes à qui elles sont dressées qu'elles vont fonctionner. On n'a pas la data suffisamment robuste, voire elles ne peuvent pas montrer que ça va fonctionner. Ou alors, on arrive à les mettre en place, mais elles ne sont pas efficaces pour la catégorie. J'ai développé quelque chose de formidable, j'ai bien réfléchi, je l'ai mis en place, mais ça ne marche pas. Ah tiens, soit le shopper ou le consommateur ne m'a pas donné la bonne information, soit je ne l'ai pas suivi correctement, et au final, ça ne développe pas les indicateurs de performance. Donc, encore une fois, on a échoué à ce qu'on voulait faire. Et puis parfois, j'ai été formidable, j'ai bien écouté mon consommateur, j'ai bien refait ma catégorie. Ma catégorie, elle va un peu mieux, mais ma marque, pas du tout. Donc c'est chouette, mais a priori, j'ai été payé par quelqu'un et qui n'est pas satisfait au bout du compte. Et du coup, j'ai parfois des études qui sont menées pour rien. Alors quand je dis qu'elles sont menées pour rien, Yann ne va pas être d'accord. Absolument. Mais surtout, je ne peux rien faire. J'ai une matière extraordinaire, j'ai des études de consommateurs, shoppers, usagers, attitudes, j'ai des slides qui ont coûté un petit peu d'argent, mais je ne sais pas quoi en faire. J'ai de la bonne matière, mais pour rien. Effectivement, je ne suis pas fondamentalement d'accord. Pour rien, c'est jamais pour rien. Il y a toujours des enseignements, des données importantes. Mais là où tu as quand même raison, c'est qu'il faut qu'elles aient une application, une transformation. Après, il ne faut pas qu'un rapport dorme dans une armoire ou dans un PC, évidemment. Ça peut arriver. Surtout qu'on est en train de parler merchandising, donc d'essayer de trouver des solutions pour influencer la performance des ventes dans les derniers centimètres de l'expérience de notre client. Savoir plein de choses en amont ou en aval, peut-être que ça ne nous sert à rien ici. Ça sert à plein d'autres choses. Du coup, quand on parle d'une démarche merchandising, il ne faut pas se tromper non plus. Qu'est-ce que c'est une démarche merchandising? Parce qu'on se raconte plein de choses. Il y a des gens qui parlent de stratégie merchandising, d'autres de démarche merchandising. Ce sont deux choses différentes. Et du coup, quand on voit deux choses différentes, on va parler de la stratégie, c'est global, mais la démarche, c'est la somme des solutions merchandising qu'on va proposer dans le rayon, où qu'on soit d'ailleurs, on va avoir un caddie, mais on peut parler en pharmacie, en bricolage, ou bien dans une banque, ou dans n'importe quel lieu de consommation. Eh bien, ces solutions merchandising doivent être efficaces sur le comportement de mon shopper, de celui qui va acheter. Je lui adresse quelque chose, je lui dis, tiens, achète comme ceci ou comme cela, et sur des indicateurs de performance. Donc, une démarche merchandising, si ce n'est pas mesurable sur ces deux éléments, ça ne sert à rien. Et une démarche merchandising, c'est une somme de solutions qui vont être convaincantes pour mes interlocuteurs d'abord internes.
Le responsable merchandising, nous souvent, n'a aucun pouvoir dans une entreprise. Il est pris entre le marketing et le commercial, le catégorie management, des tas de services plus puissants que lui. Il va falloir qu'il convainque tout le monde que c'est ça qu'il faut faire, même s'il dérange d'anciennes habitudes, où il faut changer parfois des façons de travailler. Et puis ensuite, il va falloir convaincre toutes les enseignes, tous les formats, tous les circuits, qu'il a une démarche qui est adaptée. Donc la démarche, elle n'est pas copier-coller, et elle est réfléchie, et elle doit convaincre ceux qui vont l'appliquer, chez eux ou avec leurs petits bras. Pour cela, on va parler de matière première de la démarche. La démarche, elle est réfléchie, il y a plein de choses, elle doit répondre à plein de besoins, et il y a une matière première qui est indispensable la plupart du temps, les études. On va voir quelles études. On a besoin aussi des datas. Vous avez des datas marché, énormément de Nielsen, de plein de panels, d'études, de données conso en tout genre, de chiffres qu'il faut analyser finement. Il faut aussi comprendre la distribution, comprendre ce qui se passe réellement sur le terrain et de quoi on part. Et on va vouloir corriger une situation. Et puis, il va falloir qu'on y rajoute un peu d'intelligence et de stratégie parce que j'ai une marque, j'ai des marques, j'ai une vision et je dois emmener tout ça quelque part. Donc, c'est pas juste j'ai entendu que je réponds directement, et je réponds mais avec énormément de facteurs dans le développement. Mais je ne peux pas faire ma démarche si j'ai pas été nourri par des études. Et je vais avoir aussi une matière finale, matière première et matière finale pour prouver. Parce qu'avant de déployer, tout ce que j'ai réfléchi, il va falloir que je le confronte à mon shopper, que je puisse comprendre si j'ai vraiment influencé mon shopper dans le bon sens et pas dans un sens opposé, si j'ai pas oublié quelque chose en chemin. Et il va nous le dire, il va nous le montrer avant de pouvoir aller convaincre les points de vente, qu'ils soient d'ailleurs points de vente client si je suis une marque ou point de vente interne si je suis un réseau de distribution. Parce que c'est pas toujours facile d'aller convaincre les gens du terrain lorsque je suis au siège. Et du coup, toutes ces études, il va falloir qu'on leur donne des objectifs précis, qu'on sache exactement les questions qu'on se pose et qu'il y ait une méthode appropriée. On ne va pas faire la même méthode selon les questions qu'on se pose. Yann, je vais te laisser expliquer un peu comment est-ce qu'on travaille ces différentes méthodes. Oui, tout à fait, je te remercie. Bon, déjà, on a beaucoup parlé d'études shopper, ça ne vous a pas échappé, effectivement. Le terme de shopper, il n'est pas toujours associé au consommateur. Il va de soi que personne parmi nous ne consomme de croquettes, de lait infantile, même pour son enfant, on ne va pas le tester. Et puis, de la même façon, on achète parfois, donc on est shopper sur des produits dont on n'est pas le destinataire. Un exemple, notamment, c'est les lames pour hommes, achetées dans un certain nombre de cas par des femmes, donc pour leur mari, pour leur fils, pour leur ado qui ne fait pas les courses, et ainsi de suite. On va consommer aussi de la confiserie, on va le donner à ses enfants qui l'ont demandé, qui l'ont réclamé. Donc, c'est des exemples très, très rapides pour montrer qu'effectivement, un shopper n'est pas toujours le destinataire du produit. Donc, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle études conso et études shopper ont une différence déjà dans certains cas pour cette raison-là. Et je rajouterais que je peux être moi-même le consommateur, mais au moment où je chope, je ne réfléchis pas de la même façon qu'au moment où je consomme. Donc, je ne suis pas le même, finalement. J'ai plein de stimuli autres. Quand quelqu'un vient de me donner un coup de caddie, je ne réfléchis pas de la même façon quand je suis tout seul dans ma salle de bain. Tout à fait, exactement. Les lieux ne sont pas les mêmes et les mécanismes derrière ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, de la même façon, on ne peut pas baser, tu parlais de démarche catégorielle, on ne peut pas structurer une démarche catégorielle sur des simples indicateurs ou des insights conso. Je prends juste un exemple sur le café. On peut en consommer le matin au petit déjeuner, en arrivant au bureau, dans la matinée, dans la journée, à la fin du repas, le midi. On ne va pas forcément pour autant, sur la base de ces enseignements d'usage, de quand je consomme le café, organiser un rayon, par hypothèse le rayon café, en fonction de ces moments-là. C'est pas aussi simple que ça, parce que sinon ça va poser un certain nombre de problèmes. Sans faire une thèse sur le sujet du café, ce serait compliqué de le structurer sur ces moments de consommation. Pour autant, il y a des catégories qui sont structurées par moment de consommation. D'ailleurs, issues d'études qu'on a menées dans le temps, il y a 15 ans, ça fait vieux combattant, mais l'alimentation infantile a été organisée à la suite d'une étude shopper sur une organisation par moment de consommation. Les mamans, majoritairement, voulaient organiser le rayon en disant, voilà, il y a le moment du matin, il y a son plat du midi, il y a son goûter, il y a son dîner. Et d'ailleurs, les industriels ont ensuite innové sur ce moment du dîner. Donc, voilà. Alors, les études shopper, tu me demandais effectivement comment les structures. Il y a quand même deux grands pôles. Le premier pôle, c'est un état des lieux de l'existant. Il y a des indicateurs fondamentaux. Toute étude en magasin doit passer par un certain nombre d'indicateurs, entre guillemets, incontournables
Pourquoi j'achète ma catégorie? Est-ce que c'est un achat prévu ou pas prévu? D'ailleurs, sur ce sujet de la préméditation, il faut toujours avoir en tête que c'est une fusée à plusieurs étages, la préméditation. Il y a des niveaux qui sont différents. Il y a la catégorie qui peut être prévue ou pas. Il y a la marque qui peut être prévue. Il y a la variété qui peut être prévue. Et on descend comme ça jusqu'à la référence, SKU. Et c'est vrai que souvent, on a des clients qui nous parlent de « je suis sur une catégorie d'impulsion ». En fait, oui et non. Tout dépend où on regarde. C'est la catégorie, si c'est la référence exacte. Toutes les familles, catégories, groupes de produits ont les trois comportements. Il y a de l'impulsion, il y a de la réflexion, il y a de l'obligation. Il y a un taux qui est plus important de l'un ou de l'autre. Absolument. Et on va pas faire toutes les définitions aujourd'hui. Les petits cours de merche, ça peut se faire un peu plus tard. Mais il faut vraiment pas se dire je suis une catégorie qui est toujours comme ça. Non. J'ai plus ce comportement qu'un autre et plus à un moment donné qu'un autre. Et dans les indicateurs incontournables, donc les clés d'entrée, alors après en termes de définition, c'est comment je me repère devant un rayon, les critères de choix, pourquoi j'achète un produit. À un moment donné, effectivement, vous avez aujourd'hui une émergence de certains critères, le Nutri-Score, par exemple, ou d'autres, donc qui font qu'à un moment donné, je vais choisir un produit plutôt qu'un autre. Et dans le diagnostic de l'existant, l'appréciation du rayon, est-ce que c'est un rayon clair, il y a du choix, rupture. D'ailleurs, parfois, la valeur ajoutée aussi de l'Institut et des experts, c'est aussi de relier les points et de pouvoir faire des liens entre des éléments qui peuvent paraître contradictoires. Je prends juste un exemple, on peut très bien déclarer, se repérer très facilement pour une seule et bonne raison, c'est qu'on achète toujours le même produit semaine après semaine et en parallèle trouver un rayon peu lisible, peu organisé. Et d'ailleurs souvent il y a un lien de cause à effet, c'est que c'est parce que le rayon est pas lisible que j'achète toujours plus ou moins le même produit. J'ai pas du tout envie de perdre du temps, en perdant jamais de vue que le shopper, son but c'est d'aller comme relativement vite. Les courses sont des corvées, des contraintes. C'est pour ça qu'il y en a certains qui ont fini dans des circuits comme le drive pour fuir les magasins. Donc, il faut concilier. Je vais dire que je me repère facilement parce que je retrouve toujours ma descente de la marque, disons Curly. Oui. Je rentre dans ce rayon, je vois mes Curly, je vais chercher mes Curly, donc je me suis repéré facilement. Exact. Mais en vrai, il n'y a rien de lisible autour. Je n'ai absolument jamais rien découvert des 354 autres marques et références qui existent autour et que j'ai jamais acheté. Et sur cet exemple, en plus, il y a du potentiel. Par définition, c'est un univers comme là, pour le coup, où il peut y avoir de l'impulsion, on peut se laisser tenter. Un apéritif, généralement, il n'y a pas qu'un produit sur la table. Donc, effectivement, il y a tout un enjeu d'aller naviguer vers d'autres segments. Donc, tout à fait. Donc, voilà pour les indicateurs en magasin, mais aussi donc sur des sites Drive ou e-com, où de la même façon, on est sur un état des lieux de l'existant. Donc, quel est le parcours? On prend souvent l'exemple, quand vous voulez aller d'un point A à un point B en voiture, vous pouvez choisir la départementale, la nationale, l'autoroute. C'est pareil, sur un site, vous avez 4 routes et vous allez choisir l'une de ces 4 routes. Ça peut être le search, l'arborescence, la liste de courses et très souvent la zone promo pour aller chercher de bonnes affaires. Donc voilà, c'est le parcours, l'usage des filtres, l'appréciation. On est sur des indicateurs qui sont incontournables là également. On parle beaucoup d'études shopper, on devrait aussi des fois associer le terme, ou en tout cas accoler le terme de non-shopper, parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'une étude shopper, elle a par définition vocation à s'intéresser à ceux qui achètent la catégorie, le segment, la marque, ou l'enseigne. Exact. Et en parallèle, c'est comme souvent, et ça dépend évidemment du taux de pénétration de la catégorie, du segment ou de la marque, mais il y a aussi un volet non-acheteur pour identifier les freins. Et d'ailleurs, effectivement, on a des clients avec lesquels on travaille et qui à un moment donné se disent le point de vente, c'est quand même le lieu où on va comprendre pourquoi on n'achète pas sur une catégorie de tel ou tel segment, telle ou telle marque. Donc il y a aussi ce volet-là intégré. On parlait de mon exemple là-dessus, je n'ai toujours pas réussi à entrer dans le traiteur végétal. J'ai des barrières depuis toujours dans le traiteur végétal. Le tofu, je l'ai goûté une fois, ça m'a pas plu, et je veux pas y retourner. Pourquoi, en tant que shopper, moi, est-ce que j'ai ces freins et comment est-ce qu'on peut lutter contre ces freins? Je passe devant, je passe dans le rayon traiteur, il y a une descente veggie avec plein de produits qui pourraient peut-être me plaire, qui sont sans doute très bons. Les recettes ont changé depuis 15 ans, il paraît. Plein de marques qui font du travail. Et moi, je suis jamais rentré dedans. Je saute directement à ma pizza dégueulasse, pas bonne pour ma santé, tout ça, alors que je pourrais très bien acheter ce genre de produit. Absolument. Mais c'est ça, c'est effectivement c'est l'enjeu d'identifier les freins pour mieux effectivement travailler, puis demain pouvoir éventuellement te faire découvrir ce segment-là. Donc il y a un volet on va dire photographie de l'existant. Il y a également un volet projectif, de savoir quelles sont les attentes et les axes de développement. On dit souvent le shopper ne réagit qu'à ce qu'il connaît, ou bien le shopper n'est pas créatif, ou le shopper ne peut pas inventer. Alors c'est vrai, mais pas tout à fait. En fait, il y a quand même, grâce à certains outils, une capacité à identifier ses attentes en termes de segmentation. Je vous prenais l'exemple de la nutrition infantile d'il y a 15 ans. Typiquement, c'est venu d'une étude, un exercice de segmentation où des shoppers ont structuré, sont sortis de leur logique qui existait dans 100% des magasins
magasin par conditionnement, les petits pots, les assiettes, les bols et ainsi de suite, pour organiser ça par moment de consommation. Donc à un moment donné, le shopper sur certaines catégories, et heureusement d'ailleurs, est force de proposition, il aspire à une nouvelle organisation et justement, on va l'identifier pour mieux faire évoluer la catégorie. Ça va aussi sur des espaces spécifiques. Grand sujet, effectivement, le bio, par exemple, historiquement, sur ces 10 dernières années, allée bio dans le magasin, corner bio, enfin, éléments bio maintenant dans chaque allée, éclatement du bio. Enfin, voilà, il y a des réflexions qui découlent des attentes qu'ont les shoppers. Est-ce qu'il n'y en a pas un sur deux qui veut l'un et l'autre qui veut l'autre? Ça, c'est déjà un enseignement en tant que tel. Quand c'est le cas, oui. C'est le cas. Ça peut d'ailleurs mener, c'est une justification, ce que tu dis, à de la double implantation, parce que tu convaincras, entre guillemets, et tu ne contenteras personne. Donc, à un moment donné, il y a des partis pris à avoir. Les distributeurs ensuite vont décider, ont leur stratégie aussi d'enseigne par rapport à ça, comment traiter. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est pas tout blanc, tout noir. Et puis dans certains cas, quand ça l'est, au moins ça apporte une réponse. Ça nous donne une information sur le fait que est-ce que les shoppers vont bien réagir ou pas à ce qu'on va leur proposer. Exactement. Est-ce que ça va être rentable pour nous? Après, c'est des éléments de mesure, ce sera dans un temps 2, effectivement. Et les attentes shoppers, ça peut porter aussi sur de l'assortiment, sur l'émergence des nouveautés. Vous êtes sur beaucoup d'entre vous, évidemment, c'est toujours un sujet qui est, on va dire, année après année d'actualité. Comment faire émerger la nouveauté? Donc, c'est d'arriver à voir, là aussi, catégorie par catégorie, comment y parvenir. Les études shopper, elles ont aussi un volet, on disait tout à l'heure, le shopper n'est pas toujours le consommateur, effectivement, mais il est également consommateur et à ce titre-là, a des attentes. Et récemment, effectivement, sur un certain nombre de catégories, on a des attentes très conso qui émanent des shoppers. Donc c'est une forme de 2 en 1. Je prends quelques exemples, davantage de packs éco-conçus pour les shoppers qui ont une orientation, une sensibilité à l'environnement, le Nutri-Score, des listes réduites d'ingrédients. Donc ça, c'est des attentes conso qu'on peut identifier dans une étude, via une étude shopper. Et puis, on le disait, l'étape d'après, on peut l'anticiper. C'est-à-dire qu'en fait, dans le cadre d'une étude, suivant les modules, évidemment, déjà commencer à faire réfléchir à des propositions, à des initiatives de balisage, d'espaces spécifiques. Donc, en fait, c'est un matériel qui est injecté pour faire réagir et déjà arriver un petit peu quelque part à travailler la légitimité de l'idée. C'est difficile, ça, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on ait une idée en amont. Oui. Qui ne s'est donc pas basé sur une réflexion shopper. Non, c'était ton fameux brainstorming de Jean Briand. Et ensuite, je vais leur proposer ça. Mais alors, je pourrais éventuellement faire une étude shopper pour savoir quelle est la bonne idée, la préparer, puis ensuite leur proposer pour savoir si elle est bonne avant de la mettre en place. Ça me fait plein d'études, en fait. C'est pour la raison pour laquelle, justement, dans le but de rentabiliser effectivement les investissements et de ne pas démultiplier, c'est qu'en fait, il y a des séquences dans une étude. Il y a une séquence, d'ailleurs, ça suit la chronologie. Là, c'est 1, l'existant, 2, les attentes, et 3, la réaction. Comme ça, en plus, il y a quand même un principe de base, c'est qu'on ne biaise pas et on n'influence pas le shopper en lui injectant trop tôt ses idées. Donc ça, c'est la cerise sur le gâteau, cette étape-là dans une étude. Mais en tout cas, il y a une chronologie pour ne pas influencer. Principe de base dans les études. Si on sait et si on oriente le consommateur, le shopper vers ce que l'on veut, autant pas en faire. C'est un biais d'entrée de jeu. Donc les études, tout le monde a de l'expérience dans le domaine des études. Ce qui est quand même important, c'est juste de préciser qu'elles ont quelques objectifs clés. Comprendre, donc ça c'est souvent des entretiens en profondeur, qualitatifs, une discussion comme celle qu'on peut avoir, ouverte, on essaie de comprendre. Explorer, c'est un enjeu pour justement sortir d'éléments trop figés, donc là c'est via des jeux de produits, via des focus group, d'arriver à créer des dynamiques et de faire travailler justement les shoppers. Et à un moment donné, tu as parlé tout à l'heure de moitié-moitié, d'une manière ou d'une autre, il faut aussi mesurer, il y a besoin de quantifier, donc via des échantillons dédiés, à la fois sur des questions, sur des parcours, sur de l'eye tracking, de cartographier un rayon. Moi, j'ai besoin de comprendre ce qu'ils ont vu pour de vrai. Parce que ils ont acheté A, ils ont vu A et B. Oui. Et en fait, il y avait A et B et C qui étaient présents dans le rayon. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas vu C? Pourquoi ils ont vu B mais ils ne l'ont pas acheté? Alors que si on avait demandé au consommateur, en fait, il voulait B. Il a acheté A alors qu'il a vu A et B. Pourquoi? Et finalement, on peut voir beaucoup de choses. Et on a d'ailleurs mené chez un distributeur une étude ensemble avec un eye tracking l'été dernier. Oui. Parce que parfois, on communique énormément de choses à notre shopper. On lui dit des tas de trucs. D'ailleurs, il y a plein de services qui parlent en même temps dans une même enseigne. Tout à fait. Ça, c'est ceux qui... D'ailleurs, s'il y a des enseignes qui nous écoutent, n'hésitez pas à envoyer un petit cœur si vous avez... La situation de au moins 3 ou 4 services différents qui envoient des outils de communication aux shoppers sans se coordonner en même temps. Donc les enseignes, mettez-nous un petit cœur
et les marques, mettez-nous une petite ampoule. On voit combien il y a de marques, combien il y a d'enseignes qui nous écoutent. Ce sera rigolo. Tiens, je te laisse continuer du coup sur la mesure. Non, mais je t'en prie. Donc la mesure, d'ailleurs, tu l'as résumé, donc effectivement. Et puis en plus, ça permet aussi ce type d'outil de distinguer ce qui est du déclaratif et ce qui est du comportement réel. À un moment donné, un shopper n'a pas conscience de tout ce qu'il fait, donc c'est toujours important d'avoir capacité à comprendre ce que lui a compris, et puis aussi de lire entre les lignes, toujours pareil. Et de la même façon, un shopper, il y a une manière aussi de suivre ce qu'on appelle son parcours d'achat. Depuis le moment où il rentre dans le magasin jusqu'à son achat, éventuellement, en fait, qu'il achète plusieurs produits, on peut suivre les différentes étapes. Et un tel funnel montre toutes les étapes de je rentre dans un rayon, j'observe la catégorie, j'achète la catégorie, et ainsi de suite jusqu'à l'achat. Et en fonction de chaque taux de transformation, on peut voir les points bloquants dans le comportement, dans son parcours, et du coup, identifier les leviers à activer pour justement déverrouiller ces points bloquants. Après, sur les études shopper, il y a quand même quelques bonnes pratiques. C'est aussi l'avantage d'avoir quand même quelques années d'expérience. Et dans les bonnes pratiques à éviter, typiquement, on a parfois des clients qui vont demander, tiens, on va demander au shopper par quoi on commence dans le rayon. Bon, le problème, c'est que le shopper, peut-être comme l'être humain, a souvent une capacité un peu égocentrée. Je ne vise personne. Mais en tout cas, il va souhaiter trouver en début de rayon ce qu'il achète le plus souvent. Donc, vous achetez des yaourts nature, vous allez répondre yaourt nature. Vous achetez des yaourts aux fruits, vous allez répondre yaourt aux fruits. Et avec ça, on n'est pas avancé demain pour organiser un rayon si on n'écoute que le shopper. Donc, cette question-là, typiquement, a peu d'intérêt. En revanche, en parallèle, c'est bien plus intéressant de chercher à comprendre quels sont les segments qui ont une légitimité, selon lui, qui sont logiques. Si je prends l'exemple du végétal, dans le domaine des yaourts, le végétal, on peut dire, tiens, yaourt au chèvre, brebis, c'est pas très éloigné, c'est des alternatives au lait animal. Donc, c'est de réfléchir sur des proximités qu'on intégrera dans notre définition après du plan de masse, en croisant avec d'autres critères. Alors, des critères shopper, prévu, pas prévu. C'est souvent intéressant de commencer plutôt par des catégories d'impulsion. On a eu des exemples dans le passé, un distributeur qui, sur la catégorie des conserves légumes, par exemple, implantait les haricots verts, qui était le segment le plus prémédité et le plus fortement pénétré, en début de rayon. Ce qui se passait, c'est que le shopper rentrait dans le rayon conserve, achetait ses haricots verts, demi-tour, et ne fréquentait pas l'ensemble du rayon. Typiquement, on a recommandé d'implanter ce segment fin de parcours, et de temps en temps, évidemment pas tous les shoppers, mais de temps en temps, des shoppers, en plus des haricots verts, découvraient une riste d'aubergine, une ratatouille. Désolé, il est tôt là encore pour parler de riste, mais... Il est jamais tôt pour manger quelque chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, et ça, il faudra faire très attention à ne pas faire du copier-coller à tous les coups. Il y a des enchaînements d'offres qui sont légitimes les unes à côté des autres d'un point de vue shopper et qui peuvent déclencher des comportements additionnels positifs. Mais il y en a d'autres qui ne déclencheront rien de complémentaire. Donc c'est pas parce que pour eux c'est logique d'avoir le thé à côté du café qu'en passant devant le thé et en allant chercher leur café, ils vont en acheter en plus. Ça serait trop simple. Ça serait trop simple. Donc il faut faire très attention parce qu'il y a des fois où ça fonctionne, il y a des fois où ça fonctionne pas. Il va falloir qu'on étudie plus en détail le fait qu'ils trouvent ça logique, mais est-ce que ceci pourrait les pousser à explorer une offre complémentaire? C'est un questionnement qu'il va falloir aller chercher en profondeur. Je vois juste qu'il y avait eu un petit peu de slides qui n'étaient pas bien passés. Je suis désolé, on était passé en diaporama et quand on est en diaporama, apparemment les slides ne se passent pas très bien. Donc on a sauté un ou deux slides. Vous avez sans doute entendu le contenu et pas forcément venu le contenant sur deux slides. Oui. Bon, c'était du texte. Avançons un petit peu. Oui. Juste pour se dire quoi à la fin de ce travail sur les études, c'est que le brief de l'étude, il ne doit pas être décorrélé d'un global. Moi, je souffre parfois parce qu'on vient de me voir en me disant, voilà, nous venons de faire une étude, on va avoir les résultats, comment vous pouvez nous aider pour les exploiter? Mais vous avez briefé comment l'étude? Est-ce que vous savez quels sont les problèmes merchandising que vous voulez étudier en profondeur? Quels sont les data business qui drivent votre étude? Parce que finalement, vous voulez savoir si les shoppers viennent moins souvent, s'ils achètent moins, s'ils achètent moins fréquemment ou moins au total. Parce que on ne peut pas poser toutes les questions aux études.
Sinon, elle va vous coûter très très cher. Cette étude, elle va durer très longtemps, ce qui n'est pas grave pour Yann, a priori, si elle est très très chère, est-ce qu'elle dure longtemps? Non, je n'aime pas ces termes-là, donc non. L'essentiel, c'est qu'elle soit efficace à l'arrivée. Ça peut durer longtemps. Il vaut mieux qu'elle revienne fréquemment ces études, mais qu'elles soient de qualité. Et encore que la fréquence, c'est un autre sujet. On ne pousse même pas à une fréquence trop importante. Il y a des durées moyennes entre 2 études, 3-4 ans, c'est très bien, mais c'est effectivement. Mais briefons correctement l'ensemble. Qu'est-ce qu'on veut savoir? Souvent, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'analyse une situation globale. Je regarde les datas, je regarde la situation merchandising, les problèmes que je vois, et je vais chercher une explication auprès du shopper. Lui demandant, mais dis donc, pourquoi tu achètes moins d'articles par panier? Pourquoi tu viens moins souvent? Pourquoi tu ne vois pas ces innovations? Pourquoi tu ne regardes qu'un seul segment? Et en quoi est-ce que la situation merchandising actuelle influence ce comportement? En quoi est-ce qu'une autre situation pourrait influencer? Donc, il faut que je lui pose une question globale. Et là, mon brief d'étude, il commence à être beaucoup plus structuré, plus fin. Et là, notre spécialiste de l'étude, notre professionnel, il sait quelle information il veut détecter. C'est un peu comme si vous envoyez un détective privé. Il faut lui donner 2-3 pistes. On est dans les enquêtes, un petit peu tout ça. On est dans les enquêtes, donc ça nous parle souvent. Il a besoin d'indices. Tout à fait. Et du coup, on va avoir des illustrations. Souvent, on va commencer par un problème business. Ça, c'est un exemple. On a un trafic qui est stable dans une catégorie de produits. On a une baisse de volume malgré une valeur stable. L'indicateur à droite ne donne pas exactement les chiffres de mon exemple. C'est juste pour vous montrer de quoi on peut partir comme type d'outils. Et on a des paniers monosegments. Des paniers monosegments, ça veut dire qu'il y a plein de segments. La majorité des gens, ils achètent qu'un seul segment à la fois. On a un nombre d'innovations qui progresse, comme à peu près dans toutes les catégories, mais une stabilité de la part de marché des innos. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, ça ne rajoute pas beaucoup plus. Quand on voit le coût de développement des innovations par rapport à ce que ça rapporte, c'est extrêmement frustrant pour tous les gens du marketing qui en lancent. On va aller creuser et on regarde les problèmes merch. L'analyse merch nous dit qu'on a un rayon dense, un fort nombre de références et une faible visibilité par référence. Et parfois, vous avez en plus Assortment qui vous dit qu'il faut augmenter le nombre de références. Bon, c'est dommage parce qu'on voit bien que les références présentes sont déjà trop nombreuses. Et il y a un taux de rupture qui est élevé des 20-80. Ça veut dire tous les samedis, je ne sais pas si vous mesurez bien les taux de rupture le samedi dans vos rayons, et il y en a quand même qui restent très élevés. Et une sous-segmentation qui est difficile d'aller. Donc ça, ce sont des problématiques merchandising et des problématiques business. Et bien, quand on est allé interroger le shopper, il nous dit qu'en fait, il comprend la macro-segmentation dans ce grand rayon. Il va directement vers ses marques connues, qu'il achète surtout les produits les plus connus, et il reporte très peu en cas de rupture. C'est-à-dire qu'il vient vraiment, comme c'est brouillon, eh bien, en fait, il y a des marques qui font des grandes colonnes dans sa catégorie, très visibles. Du coup, il va dessus. Elles ont plein de facing. On aurait pu parler de café, ce serait été carte noire, parce que quand vous rentrez dans un rayon café, vous voyez la descente carte noire. Si jamais il y a autre chose, vous ne le voyez pas. Mais ça peut être dans plein de catégories comme ça. Et vous vous approchez, vous prenez votre produit, et si jamais vous êtes en rupture, vous n'en prenez plus. Sauf que le samedi, comme tout le monde a fait le même comportement, le samedi à partir de 16h, ce sont justement ces marques-là qui sont les plus vite en rupture. Et donc, qu'est-ce que fait le shopper en cas de rupture? Il explore peu, il se dépêche d'aller ailleurs, il se dit, je vais en acheter dans mon quartier un peu. Non, de toute façon, c'est pas grave, je vais en trouver ailleurs. Et donc, plus on augmente le nombre de références et le nombre de sous-segments dans cette catégorie, moins il y a d'exploration, parce qu'il y a des très gros segments et tout plein de petits segments à côté qui sont pas lisibles, ou tout plein de petites marques pas lisibles. Et donc, les gens ne cèdent pas à l'impulsion, sur les innovations notamment, parce qu'elles ne sont pas vues. Donc c'est toute cette explication-là qu'il faut aller chercher dans l'analyse de ce qui se passe en rayon, pour comprendre en fait le problème, faire le lien et commencer à prendre des décisions, se dire, dans ma démarche, il va falloir que je clarifie, il va falloir que je fasse des choix. Tout le monde veut m'augmenter mon nombre de refs, mon nombre de segments, mon nombre d'offres, mais finalement, là, je tombe dans une situation où plus personne n'arrive rien à lire, il va falloir faire des choix. Et puis les murs ne sont pas extensibles et les gondoles non plus, de toute façon. Donc à un moment donné, c'est comme un périmètre constant, un minimum. Et l'être humain, il a des capacités limitées. Alors, je vais accélérer parce qu'on est toujours bavard et qu'il nous reste 15 minutes. On va essayer de le tenir. Oui, on va le tenir. Qu'est-ce que c'est qu'une démarche et comment on fait? Il faut se dire qu'une démarche merchandising, on parle beaucoup de catégoriel parce que c'est la mode et c'est très demandé. Une démarche, ça peut être aussi sur une marque. Une démarche de marque, comment je travaille à l'intérieur de mon périmètre marque pour avoir une solution pertinente. Une démarche catégorielle, ça veut dire que je vais regarder l'ensemble du territoire qui m'environne
Et donc, ça veut dire que je vais faire grandir tout le monde. Mais aussi un périmètre enseigne. Et encore une fois, je sais qu'on parle beaucoup comme si on était des marques, mais j'espère qu'il y a quelques enseignes qui sont parmi nous. Comment je réfléchis mon parcours enseigne, mon concept magasin complet? Eh bien, il faut aussi que je réfléchisse au parcours shopper et que je me demande, mais qu'est-ce qu'il souhaite? Comment ça va l'influencer d'avoir d'abord les liquides au début ou les liquides à la fin? D'avoir des catégories très très impulsives au départ. Ok, on peut imaginer que ça augmente son panier moyen, sauf que si je surcharge le panier moyen, est-ce qu'il va avoir une image prix qui va se dégrader? C'est dans ces temps de discount et de ces temps d'inflation, une enseigne qui me surcharge mon panier va avoir une image beaucoup plus chère que sa réalité. Est-ce que c'est ça ma stratégie? Même si j'ai envie de gagner de l'argent. Donc, quand je vais concevoir ma démarche, je vais toujours réfléchir à quoi? En amont, des solutions macro-merch. Comment se structure mon univers, ma catégorie, ma séquentialité? Et ça n'est pas parce que le shopper nous a dit qu'il aimerait bien que ce soit comme ça qu'il va falloir faire ça. Non, là où je te rejoins, c'est qu'on est toujours dans une étude, il faut lire entre les lignes. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce que dit le shopper, il faut le comprendre et lire, et comme je disais tout à l'heure, faire des liens aussi, arriver à comprendre un petit peu l'objectif. Et là, on va pouvoir l'emmener. Souvent, une expression que j'utilise, c'est que le shopper ne va pas créer son propre piège, hein, ni le piège dans lequel on veut le faire tomber. À un moment donné, les shoppers sont des consommateurs, ils font des courses, et effectivement, on ne peut pas tout prendre et chercher à respecter au pied de la lettre. Parfois, il y a des demandes disant, tiens, quelle est la 6e clé d'entrée? Ça n'existe pas. Un shopper, il dit, faites l'exercice devant un rayon de voir si vous pouvez jusqu'à un niveau de 1 à 6. Ça reste trop conceptuel. Donc, un shopper fait des courses, toujours l'avoir en tête, et effectivement, et lire entre les lignes, c'est majeur. Et puis là, on va commencer à l'influencer positivement. En fait, les solutions qu'on développe, elles doivent influencer positivement le comportement du shopper. Que ce soit le comportement qu'il avait souhaité avoir ou un autre, mais qui ne lui déplaît pas. C'est-à-dire qu'on peut nous tordre un petit peu le bras si on nous fait un bisou en même temps. On ne peut pas que nous faire un bisou. Oui, puis après, il y a un phénomène d'acclimatation. C'est qu'au bout d'un certain temps, la nouveauté rentre dans les habitudes. Il y a aussi ça, il y a une réticence quand même un peu au changement, tout le monde le sait, mais après, à un moment donné, ça rentre dans l'ordre aussi. Donc, ça ne dure qu'un temps, là, ta prise de bras. Et puis c'est pas toujours méchant. Hein. Quand on range le fleuri-michon dans le mari, ou le mari dans le fleuri-michon, ça va pas me traumatiser. Il y a des choses plus graves dans la vie. Voilà, exactement. Et puis, quand je conçois une démarche merchandising, j'ai une analyse d'assortiment. Très gestionnaire et très technique, qui n'est jamais correctement faite, puisque je me dis toujours, ah oui, il faudrait que j'en mette le plus possible chez moi, donc je vais pouvoir y critiquer les références des autres, puisque sinon il va faire la même chose que pour moi. Sauf qu'il faut le faire pour soi-même d'abord, et pour tout le monde. Une analyse d'assortiment, c'est essentiel, avant de commencer à essayer de faire des planogrammes, des plans de masse avec des sous-segmentations et des planogrammes dans le détail. Puis aussi, je te coupe, une façon d'être crédible aussi vis-à-vis du distributeur, c'est qu'à un moment donné, effectivement, dans un discours catégoriel, il y a un principe quand même, c'est d'avoir une crédibilité, on ne peut pas appliquer à certains et pas à d'autres. Hein. Et les deux parties doivent être crédibles, hein, parce que autant l'industriel doit enlever ses nanars, ceux de ses copains, mais le distributeur doit être aussi en capacité de dégager ces quelques MDD qui ne tournent jamais, alors qu'il y en a qui tournent très bien, parce que ces extensions de gamme qui font de la poussière, on est tous d'accord que ça ne sert à rien, ça obstrue les rayons, et puis ça réduit la lisibilité et le confort de notre shopper, encore une fois. Donc, lui rajouter des choses qu'il ne va pas voir, pas lire, qui vont l'empêcher d'acheter ce qu'il voulait, c'est de la sous-performance. Nettoyez vos assortiments. Et puis ensuite, on va travailler sur la communication, le mobilier, la théâtralisation, mais à la fin, quand on se dit que tout ce qu'on a fait avant, qu'on a bien rangé notre chambre, ça a influencé juste correctement le shopper ou pas. Si jamais on n'y arrive pas, parce que justement on n'arrive pas assez à lui expliquer ce qu'on veut lui montrer, on n'arrive pas à stimuler son comportement comme on le souhaite, alors on va y rajouter des outils d'attractivité, des outils de séduction, des outils de compréhension, des outils de pédagogie qui vont emmener le shopper vers le comportement qu'on a identifié comme pas suffisamment positif. Dans la partie point de vente, en plus, que tu montres, là, c'est quand même aussi essentiel, c'est la raison d'être aussi d'un point de vente par rapport à du digital, des sites en ligne et autres. C'est qu'à un moment donné, le shopper, pour qu'il ait une raison d'aller en magasin, il faut aussi qu'il y ait une valeur ajoutée à cette expérience. En l'occurrence, là, ces éléments-là, ils ont aussi cette vocation-là. Oui, et il ne faut pas se tromper dans la façon dont on va les définir. Attention qu'un outil de communication dans un linéaire doit être visible dans le champ visuel du shopper.
Le champ visuel du shopper, il s'arrête rapidement à 1,90 m de haut. Donc, quand vous mettez des balisages catégoriels au-delà de 2 mètres avec des tas de trucs dedans, vous vous faites un peu plaisir. Hein. Ça fait surtout plaisir au fabricant de PLV, à celui qui l'a conçu. Mais tu avais une statistique oui, sur le aux alentours de 15%. Hein. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce qui est au-dessus effectivement des rayons, c'est 15% le taux de visibilité moyen. Et encore, c'est une moyenne. Donc, 15% des gens qui l'ont vu, hein, qui se sont rendus compte de ce qu'il y avait dessus. Oui, sur 100 personnes qui passent dans un rayon, il y en a 15 qui vont voir au-dessus. Après, le fait de le voir, ça ne veut même pas dire que ça va avoir un impact, parce qu'après, il y a l'étape d'après, c'est qu'est-ce que ça apporte. Parce qu'à un moment donné, des lessives liquides sur 15 mètres et avec l'écrit lessive liquide au-dessus, le chauffeur le savait que c'était des lessives liquides. Donc, à un moment donné, d'ailleurs, nous, on a souvent, comme parti pris, on a souvent partagé des sujets là-dessus. C'est qu'effectivement, il vaut mieux dédier un espace, une boutique, enfin, en tout cas, pour faire émerger un espace bien spécifique, que d'enfoncer des portes ouvertes. D'ailleurs, il y a une raison évidente, hein, c'est qu'un shopper, regardez bien, ne fait pas ses courses la tête en l'air. On a le droit d'avoir la tête en l'air, mais en tout cas, dans un magasin, c'est quand même assez rare. Pas à cheval. Pas à cheval. Ce qui, d'ailleurs, au passage, peut amener, c'est une bouteille lancée à la mer aussi, à travailler dans certains rayons des balisages plutôt bas de gondole, pas au sol, parce que dès qu'elles détruisent un balisage, il fait pas entre guillemets bien longtemps, puis après c'est contre-productif, il finit par faire sale. Mais en revanche, il y a des zones qui sont encore peu exploitées, et il y en a certaines qui ont été très bien travaillées sur les étagères, les bandes de riz, ça c'est des zones qui sont dans le regard et dans le champ visuel des shoppers, donc elles sont entre guillemets utiles. Et d'autant plus dans des catégories de produits où le consommateur recherche une information pour faire son choix avant le produit. Vous voyez un exemple de bricolage, vous voyez un exemple de technologie, mais on peut prendre des exemples dans la beauté, on peut des exemples dans plein de domaines. J'ai envie de connaître le bénéfice d'usage avant de choisir le produit. Et il y a des enseignes qui font le choix d'enlever des étagères, d'enlever des facings, de mettre moins de références pour mettre à hauteur des yeux des informations nécessaires aux shoppers, et ils augmentent fortement leur vente. Et réduisent leur stock immobilisé par ailleurs, parce que du coup, j'ai un peu moins de produits au kilomètre carré. C'est pas la peine de mettre l'info à 2,50 m de haut, écrit en tout petit, en se disant, oui, mais ça va réduire mes facings. Réduisez vos facings. Donnez la bonne info au shopper, celle dont il a besoin, et pas celle que vous avez envie de lui donner parfois, d'ailleurs, et faites en sorte que ce soit dans son champ visuel. Plutôt que de faire une magnifique 3D, avec un balisage en hauteur super, qui fait très 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 bien dans la 3D, c'est très beau. Mettez-vous à la place du shopper et vous allez voir combien de fois il l'aura vu. Donc, la démarche merch, elle est macro, elle est micro, elle est communication. Et sur chaque étape, les solutions que j'élabore peuvent influencer positivement les comportements shopper et les indicateurs de performance que j'ai identifiés comme sous-performants en amont, dans mon analyse initiale. Donc, j'ai étudié le shopper. Il m'a dit qu'il n'achetez pas autant que j'avais prévu à cause de, je répare la cause et je mesure si ça a eu une influence sur son comportement et donc sur les indicateurs de performance qui vont calculer mon ROI. Parce que je peux très bien investir 80 000 euros de solutions et 200 000 euros de déploiement ou 300 000 euros de déploiement si je sais que ça va augmenter de 2% le chiffre d'affaires de ma marque sur tous ces réseaux de distribution. Oui, parce que le ROI, il est facile à trouver. C'est pas facile d'aller chercher 2, 3, 4% de croissance, voire 30 ou 40 pour certaines solutions merch bien travaillées. Ça dépend des marchés. C'est prometteur, c'est en 30 ou 40, tu vas faire rêver certaines personnes. Tu sais, il y a des marchés où, vu d'où on part, quand je parle de la pharmacie, quand je parle du bricolage, il y a des niveaux de merchandising actuels qui sont parfois suffisamment bas. Il suffit de ranger, le plus 40, il est rapide. En rêvant plus grand, c'est un clin d'œil. Non, mais on peut faire ça. Alors, des exemples d'applications. Le shopper, parfois, il nous donne une hiérarchie de clés d'entrée. Et il est parfois sain d'inverser son choix, ces clés d'entrée. Il nous a dit qu'il voulait des shampoings par type de cheveux, parce que moi, j'ai des cheveux secs, je veux des shampoings pour cheveux secs et je veux trouver un choix dans ce domaine. Eh bien, il est parfois pertinent de inverser et de mettre une clé d'entrée parfois marque, et parfois autre chose. La marque est juste un exemple parmi d'autres, afin que ce soit plus lisible. Ce sera plus facile de se retrouver, parce que chaque petit segment peut ne pas atteindre un seuil de lisibilité, avoir 12 packagings différents dans un petit espace absolument illisible. Et à l'intérieur de ça, pousser le shopper vers un panier moyen plus élevé en nombre d'unités.
Ça, c'est un exemple qu'on connaît très bien. D'ailleurs, pour le coup, effectivement, l'exemple, encore une fois, c'est pas du tout caricatural. 75% des shoppers sont des femmes. Donc, madame, dans ce rayon-là, achète donc sur la marque Head & Shoulders, pour ne pas la citer, un produit qui était quand même très masculin au départ pour son mari, pour son fils, et peut découvrir les innovations orientées pour une cible féminine, et donc, effectivement, développer son panier. Donc là, on est exactement dans la situation d'une inversion. À la base, la clé d'entrée, le type de cheveux, elle est dépriorisée par rapport à la marque, et au sein de la marque, je navigue, et il y a de l'achat additionnel dans cet espace-là. Et il y a des marques qui font ça de plus en plus, qui ressortent d'une clé d'entrée catégorielle de besoins conso, parce qu'elles ont le pouvoir de simplifier, de clarifier le shopper, de l'aider à aller plus vite. Et en plus, il se laisse entraîner à acheter plus de produits, il est content. Sans en avoir conscience, accessoirement, parfois. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Et ces clés d'entrée aussi sont beaucoup plus lisibles pour le personnel magasin et pour la gestion. Très important. Vous voyez bien que nos amis distributeurs ont de plus en plus de problèmes pour avoir du personnel qualifié, fidèle, qui a le temps. Expert aussi, expert produit, à un moment donné, un classement, il n'est pas évident. C'est quand même beaucoup plus facile de ranger tous les produits jaunes des Shoulders ensemble plutôt que de mettre le jaune à côté du jaune de l'autre marque et puis du jaune un peu d'une autre couleur. Mais j'ai mélangé parce que j'ai pas bien lu, c'est écrit en allemand et en 12 langues d'ailleurs. Ouais, parce qu'en plus vous avez des packaging écrits dans toutes les langues, donc c'est très intéressant. Aller ranger des packaging de Royal Canin, c'est jamais écrit en français. Donc, c'est votre personnel, il doit comprendre lui-même comment ça se range. Il y a intérêt à ce que les codes couleurs soient faciles à faire. Et donc, notre merchandising, il n'est pas que la destination du shopper, il est la destination aussi du personnel qui range ou du personnel qui accompagne lorsqu'on a des ventes en vente assistée, pas que des livres-services seuls, pharmacie, produits techno. Les vendeurs, parfois, ils ont été embauchés la veille. Donc, il va falloir qu'ils comprennent le rayon aussi. Et donc, le merchandising, il a plusieurs cibles. Et encore un exemple, à gauche, suit la clé d'entrée demandée par le shopper, c'est par besoin. C'est incompréhensible. Il est difficile de faire des blocs marques lisibles. Il faut rajouter de la signalétique de segmentation pour que le rayon soit clair. Alors qu'à droite, si je ne suis pas exactement ce que veut le shopper et que je range par marque, eh ben, les blocs marques sont plus lisibles pour le shopper. Il gagne du temps. Et il découvre qu'il aurait pu acheter plusieurs besoins. Et d'ailleurs, dans Elmex, en prenant son dentifrice, il voit qu'il y a aussi une solution pour la laine, etc. Et donc, j'augmente les actes d'achat complémentaires sur des produits, des unités de besoin qu'il n'avait pas identifiées comme sa clé d'entrée ou qu'il ne comprenait pas au départ. De la même façon, si je suis le shopper il veut une brosse à dents ou un dentifrice, donc je devrais faire une belle verticalité dentifrice, brosse à dents, puis il va naviguer à l'intérieur de son segment pour trouver ce dont il a besoin. Mais ça ne va pas influencer positivement. Quand on sait que les shoppers en France notamment changent leur brosse à dents 2 fois par an alors qu'ils devraient changer 5 ou 6 fois, eh bien, avec une horizontalité par segment, je vais faire traverser tout le rayon brosse à dents plein de fois à hauteur des yeux, tous ceux qui viennent acheter du dentifrice. Mais c'est de la présence à l'esprit, alors que sinon c'est désélectionné parce qu'à une extrémité. Et voilà. Et du coup, je vais augmenter le trafic et la fréquence potentielle d'achat sur un segment qui n'avait pas la bonne fréquence d'achat. Donc, le fait de passer d'une verticalité à une horizontalité, c'est pas parce que ça fait beau, c'est pas parce que ça me fait plaisir ou qu'il y a qu'un faucon m'a dit que. Surtout que c'est pas une attente shopper, parce que faire les essuie-glaces devant un rayon, c'est pas son attente. Ah non, ça va pas marcher avec les petits pois et les carottes. Le principe, c'est comme d'avoir une verticalité, c'est l'attente. Mais effectivement, là, c'est. Je vais l'influencer positivement pour développer le business de la catégorie, même si ça lui plaisait pas au départ. Exact. C'est pas plus simple pour lui, c'est mieux pour tout le monde. Et encore une fois, un autre exemple, ici, j'ai, en toute logique, j'aurais dû faire une verticalité des compotes et une verticalité des jus. Exemple suisse, tu me disais. Absolument, parce que c'est vrai que en Suisse, et c'est une enseigne qui est assez intéressante, qui innove aussi en merchandising, qui fait plein de choses. Eh bien là, je fais circuler le shopper de jus devant les compotes et le shopper de compotes devant les jus, et je démultiplie les achats croisés. Ça n'est pas une attente shopper, mais c'est une démarche merchandising qui va influencer le panier moyen. Et encore un exemple, et un dernier dans ce domaine. Parfois, nos shoppers, ils ont une segmentation en tête, et nous, on va leur créer un nouveau segment. Un segment qu'ils n'avaient pas en tête. Et donc, il faut faire le choix de le proposer, puis ensuite savoir si ça va être pertinent pour stimuler des achats complémentaires, alors qu'ils connaissaient les salades, ils connaissaient les sandwichs, ils connaissaient pas notre petite fin là, qu'on a inventé pour les pousser sur des achats qui sont croisés avec les 2 gros segments précédents.
Comment on fait ensuite pour mesurer? En 2 minutes. Ouais, il nous on reste, mesure. allez, il nous reste 2-3 minutes. On a Voilà, dépassé pour un petit peu. pour ceux qui ont eu la gentillesse de bloquer Ceux une qui heure. doivent partir, vous pouvez nous envoyer un petit mot si vous voulez. Et Isalis vous C'est enverra pas un le mot lien. d'excuse. Hein, Non, c'est pas un mot d'excuse. Oui, nous on enverra un mot à votre patron pour dire que vous êtes en retard. Éventuellement, envoyez-nous un petit mot dans le chat pour nous dire que vous voulez éventuellement le replay et on vous enverra le lien. Donc, effectivement, Mesurons, puisque n'oublions pas qu'on veut que nos solutions soient convaincantes pour les gens en interne. Donc, combien je vais gagner? J'ai plein de gens à qui je vais bouger ses habitudes, notamment des forces de vente qui vont devoir travailler plus que prévu pour la déployer, des gens qui vont m'apporter plus d'outils logistiques, peut-être. Ma démarche merch, elle peut changer des éléments de logistique, etc. Et puis, je vais devoir convaincre mes enseignes que c'est bon pour elles. Ensuite, il va falloir prouver, donc ça veut dire mesurer avec des tests pilotes. Il y aura des bonnes méthodologies à travailler. Et je veux savoir par l'étude si mon shopper a changé de comportement. Et c'est là qu'on va demander à Yann comment faire. oui, mais disons que là, en fait, c'est l'étape 2. C'est-à-dire, c'est de se dire, voilà, on mesure. Donc, on mesure l'aspect chiffre d'affaires. Donc, il y a des panélistes, Nielsen et autres qui sont en capacité de mesurer entre un plan A et un plan B, qui est l'incrémental, l'apport quelque part de cette démarche. On est le juge de PSC quand même le chiffre d'affaires. Donc, il y a toute une série de ratios, mais en tout cas, c'est couvert par ce type d'approche très quanti, data-vente. En parallèle, Ou marketing scan, où il y a plein de gens qui Tout à savent fait. très bien mesurer en quantitatif. absolument, des choses super sympas. absolument. Et puis après, en parallèle, ça peut ou pas, d'ailleurs, ça dépend après évidemment des objectifs, mais aussi d'être nourri par une compréhension de l'appréciation qu'en a le shopper, justement, est-ce qu'un rayon qui a évolué, est-ce que ça a créé un impact sur sa perception, sur son comportement. Donc ça donne en fait une explication aux éléments qui sont observés, parce qu'un +1, un +2, parfois ça peut même être flat. Il y a même des cas de figure de catégories où il n'y a pas d'incrémental, c'est flat, mais en revanche, il y a un confort d'achat, il y a une appréciation supérieure. Ça peut permettre aussi de faire bouger les lignes. Et puis, on a aussi les cas de figure gagnant-gagnant, c'est-à-dire hausse du chiffre d'affaires, hausse de l'appréciation, d'indicateurs de comportement. Donc, là, entre guillemets, tout va bien. Donc, ça, c'est en réel. Il y a des catégories où, de toute façon, on ne va pas voir l'évolution de chiffre d'affaires parce que les clients ne l'achètent qu'une fois tous les 5 ans. Oui, puis, Et donc, il ne va pas revenir tout de suite, notre petit shopper. Non. Et puis, il y a aussi des paquebots. Il y a des catégories, on fait pas. Enfin, tout à l'heure, on en parlait. Il y a des catégories où, par principe, c'est quand même compliqué de faire bouger aussi fortement et de créer des indices importants. Donc, ça, c'est en réel. C'est la situation la plus propre possible d'un point de vue test. On peut parfois, en amont, s'il y a besoin de convaincre ou de faire un choix entre plusieurs options, tester en virtuel. Ça peut aussi se faire. Donc, il y a des méthodologies pour tester du balisage. Vous avez quelques exemples ici de tester l'apport, par exemple, d'un balisage entre une configuration avec ou sans balisage. C'est un exemple parmi d'autres. Voilà. Alors, pour conclure notre sujet, ce qu'on voudrait vous faire passer comme message, c'est que la démarche merchandising, elle a besoin des études shopper. Mais qu'une démarche, c'est analyser, construire, convaincre. C'est pas juste construire tout seul, c'est pas juste mettre en lumière, en couleur ce que le shopper nous a dit. Donc, pensez à les creuser, à mettre en face vos data, vos shoppers, votre stratégie de marque, vos situations retail. Tout ça, il faut l'analyser et le croiser pour comprendre la problématique à résoudre. Puis, je vais construire mes solutions, je vais avoir une vision. Il faut que j'aille dans un sens, il faut que je décide quel indicateur de performance je veux suivre. Parce que les shoppers, je veux les faire venir plus souvent, faire acheter plus, moins cher, plus de choses différentes, leur faire une transition vers du bio, du veggie, etc., les forcer dans un sens ou pas, parce que c'est aussi une vision vers où je veux aller. Et puis, je travaille bien mon macro, bien mon micro, et à la fin, ma CLV, je suis pas anti-CLV, j'aime bien ça, c'est chouette, mais ne vous cachez pas derrière ce genre de choses si vous n'avez pas travaillé le reste. Et puis, pour convaincre, de nouveau, je veux des preuves shopper. Je veux savoir si ça a marché. Je veux des preuves business. Je veux de la faisabilité. Est-ce que ça va bien se déployer? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que les gens qui s'en occupent, ils vont le tenir dans le temps? Et puis, je veux créer des partenariats parce que, n'oublions pas, on a parlé du mot catégorie management. Tout ça peut se travailler aussi entre une marque et une enseigne. Il y a des super enseignes, les Sirius la semaine dernière nous ont montré que des enseignes qui n'étaient pas habituées à ça pouvaient faire des super projets de catégorie management aussi et faire des partenariats. Et le shopper, il est au cœur de tout ça. Et on a besoin de magasins test pour faire des choses. Et quand on a une enseigne qui a envie
de travailler, on peut faire des vrais magasins tests, des magasins miroirs, regarder avec où sont la solution et faire des vraies preuves de se dire, là, je peux déployer. Quand un Leroy Merlin, il y a quelques années, avec Red Hat fait un test quelque part et dit, ça marche, je déploie, vous avez l'intégralité du parc Leroy Merlin qui se déploie en un mois parce qu'ils ont prouvé avant que ça marchait. Donc, on peut appuyer sur le bouton et faire les choses. Donc, ça fait partie d'un tout. Il faut bien choisir ce qu'on fait. C'est comme une recette de cuisine. Il faut les bons ingrédients, il faut le bon savoir-faire, le bon produit, voilà, et les bons gestes. Et le temps aussi. Il faut un petit peu de temps. Il ne faut pas briefer la veille pour le lendemain. Il faut faire les choses correctement. On sera ravis de pouvoir vous en reparler. Il est 10h05. On n'a pas trop dépassé, je trouve. On a été un peu nuls en techno pour que ça marche au début. On est vraiment désolé. Vous avez le droit de vous moquer de nous et nous envoyer des petits smileys en disant c'était rigolo. On sera ravis d'en refaire. Si vous voulez le replay, vous avez Isalis qui est à votre disposition pour vous le renvoyer. Mais envoyez-nous un mail pour que ensuite on puisse vous l'envoyer. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup de votre présence et puis merci aussi à toi de ton invitation, Sébastien. Voilà. Si vous avez quelques questions, on peut rester pour y répondre. Vous nous envoyez la question dans le chat et on y répond. On sait que beaucoup d'entre vous doivent sans doute partir en réunion. Sentez-vous libre de poser ces quelques questions. Merci Cindy du commentaire. Merci Camille du commentaire. Rimena aussi. Julie, Morgane. Emmanuel, dis donc là, c'est du monde, Marie-Noël, Marie-Sophie. C'est pas très RGPD ce que tu fais. Je ne donne pas de nom de famille et l'adresse à tout le monde. C'est vrai, Alban aussi, Stéphanie. Ah, c'est bien, il y avait du monde. Audrey, Sophie, Simon, chouette. Non, c'est chouette, c'est bien, il y avait du monde aujourd'hui. Magali, tout le monde est en train de partir petit à petit. On était jusqu'à 40 tout à l'heure, on n'est plus que 23. D'accord. Au revoir à tous ceux qui doivent partir. Bonne journée. Bonne journée. Ça vous a plu? Vos commentaires, il y en a, hop. Ah voilà, il y en a. Merci tout le monde. On vous dit au revoir, on va départager. Alors, vous devez encore voir la caméra, voilà, on est encore là. Là, on se voit. Et oui, on a des commentaires qui nous disent au revoir, c'est bien. C'est bien, ces gens étaient sympas. Bon courage, merci à tous. Et nous allons donc faire couper. Il n'y a pas de questions, donc c'est sûr. Vous nous les envoyez directement. Nils, on se voit bientôt. Allez, au revoir à tout le monde.